Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Alors que les voisins du Mali appellent à la réintégration du président Ibrahim Boubacar Keïta, la junte militaire se propose plutôt de diriger le Mali pour une période d'au moins 3 ans, afin d'organiser une transition. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a condamné fermement le coup d'État au Mali, a envoyé une délégation à Bamako pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel, surtout le retour du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Mais la junte se propose de diriger le pays pour 3 ans avant de passer le pouvoir aux civils. Le président Bondakani et d'autres analystes sont revenus sur cette crise malienne pour la commenter. Suivons maintenant les analyses de différents panélistes d'Afrique Média. Suivons. Voilà, merci d'être là, Luc Michel. Et bien, rassurez-vous, ce n'est qu'un lapsus. Le plus important, c'est ces images, ces très belles images que nous fournissent nos techniciens, qui nous permettront d'ailleurs d'aller jusqu'au bout de cette émission. Plusieurs analyses, j'en suis sûr, seront produites au cours de cette émission. Et bien sûr, notre dernier invité, et pas des moindres, président Bondakani, qui est sur le plateau avec moi. Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Bachir. Permets-moi de saluer chaleureusement Aminata Fofana, notre camarade, comme l'a dit Luc Michel. De saluer le doyen Souleymane Koné, les membres du comité stratégique. Merci. Si j'ai bien suivi, c'est ça. Tout à fait. Et évidemment, mon frère Luc Michel. Oui. Luc Michel, salutations particulières pour lui, Luc Michel, un camarade de combat. Et je crois qu'il y a un troisième que je... Oui, Monoko Touali. Voilà, Monoko Touali, Oui. que je pense qu'on aurait fait un débat avec lui. Internationaliste, il faut préciser qu'il est le représentant exclusif d'Afrique Média au Mali. Waouh. Voilà. Vraiment, je le salue. Donc c'est un camarade, mais c'est aussi, comment on dit ça, un frère du combat médiatique. Médiatico-géopolitique que nous menons ici à Afrique Média. Je salue toute la communauté des panafricanistes, des affiliés du débat panafricain. Oui. Ça fait bientôt 10 ans que ça dure. Exactement. 10 ans, Bachir, que ça dure. Il faut le faire, hein. Il faut l'avoir fait. Avec beaucoup de bons résultats. Ouais. Avec la moisson qui commence à mûrir. Enlève tous les téléphones. Voilà. Donc je salue aussi les techniciens, sans qui nous ne pouvons pas bien travailler. Merci infiniment, président Bondakani. Et comme vous l'avez vu, nous avons 2 sujets pour moins de 3 heures. On va essayer d'aller très vite, mais surtout en essayant de dire le plus important, la quintessence de ce qui nous intéresse. Et on relancera chacun d'entre vous en fonction de ce qu'il aura dit, hein. Comme vous le savez, c'est comme ça que ça se passe dans les débats. Janvier Bassim, notre premier élément, c'est un court reportage sur le Mali. On le suit et on revient. À Bamako, des membres de la CEDEAO sont en mission. Ils souhaitent bloquer le changement du régime au Mali, opéré à la suite d'une intervention militaire la semaine dernière. Une délégation ouest-africaine conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. ECOWAS appreciate what is happening in Mali, and ECOWAS want the best for the country. And I believe at the end of the day, we'll come up with something that's best for the people, and it's good for ECOWAS, and it's good for the international community. La délégation a été reçue par la junte militaire aux commandes de la mutinerie. Un entretien d'une trentaine de minutes qui n'a pas été suivi de déclarations. Les militaires maliens disent tenir bon, rejetant ce qu'ils appellent l'ingérence étrangère. Difficile à dire comment est-ce que nous allons former la transition. Mais aujourd'hui, aux yeux du monde entier, on vient de voir que l'aile militaire du peuple considère que nous sommes aussi l'aile politique et que nous devons aller ensemble pour préparer la transition, réussir la transition. Les envoyés ouest-africains se sont par la suite rendus à Kati, dans la banlieue de Bamako, devenu le centre du nouveau pouvoir. Une rencontre est organisée avec le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta et son ancien Premier ministre Boubou Cissé. La rue, quant à elle, reste divisée. Samedi, des manifestants pro-Keïta se sont rassemblés à Bamako. Dans le même temps, une foule plus importante a soutenu son éviction. Voilà, merci donc à la réalisation pour cet élément. Amina, je voudrais commencer par vous. Alors, on vous a vu célébrer il y a quelques jours le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous étiez très enthousiaste, allons-nous dire. Est-ce que cet enthousiasme est encore d'actualité quand on voit la démarche de la CEDEAO qui voudrait restaurer le président Ibeka dans ses fonctions de chef de l'État? Merci beaucoup, Monsieur Bachir, de me poser cette question. En fait, nous sommes toujours contents parce que ce que la CEDEAO oublie, c'est que les militaires sont d'abord maliens
avant même d'aller à l'école ou de porter l'uniforme. Donc, nous sommes en symbiose totale avec notre armée, ce qui ne plaît pas forcément à la CEDEAO. Cette CEDEAO qui est un instrument néocolonial de la France et des intérêts occidentaux sur nos pays perd son temps parce qu'en vérité, il y a un problème de légitimité qui se pose vis-à-vis de cette CEDEAO. Les Maliens n'entendent pas écouter la CEDEAO parce que, comme je l'ai dit tantôt sur ce plateau, la liberté s'arrache. Ça ne va pas plaire forcément aux colons, mais c'est une page de l'histoire que nous sommes en train de tourner, la nouvelle page de l'histoire du Mali. Donc, nous nous soucions point de la CEDEAO parce que les souhaits de la CEDEAO sont connus. Le combat de la CEDEAO les combats de la CEDEAO sont connus. C'est faire sortir l'ex-président dictateur criminel Ibrahim Boubacar Keïta de prison comme s'il était au-dessus de la loi, comme s'il était, il n'était pas jugeable. Donc, comme si le Mali n'était pas digne de juger cet homme qui a causé tous les torts possibles et inimaginables aux Maliens. Donc, ce que la CEDEAO demande, ce que la CEDEAO manifeste, c'est un mépris envers la souveraineté des peuples. Les agitations de Alassane Dramane Ouattara, nous connaissons ce qui se cache derrière parce qu'il a peur que sa dictature ne soit renversée en Côte d'Ivoire, qu'il ne subisse le même sort que Ibrahim Boubacar Keïta. Macky Sall, pareil. Alassane Condé, Alpha Condé, pareil. Donc nous disons qu'il est temps que l'Afrique se lève, que les Africains se lèvent, parce que si la CEDEAO, les membres de la CEDEAO ont failli à leur mission, les peuples devraient se donner la main pour préserver l'unité et soit pour dégager ces présidents hors de notre continent ou qu'ils fassent les choses comme ils se doivent. Quand j'ai dit ici aussi que lorsque Ibeka a tiré sur 23 manifestants du M5 RFP, les a tués, je n'ai pas entendu un président de la CEDEAO se plaindre. Alors, Amina, il faut tout de même préciser, hein, ce n'est pas M. Ibrahim Boubacar Keïta qui a tiré sur la population, juste pour la nuance en tout cas. Est-ce qu'on va clarifier qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer? Justement, il est directement responsable, c'est son régime. Il est directement responsable, il ne se désolidarisera pas de ces crimes-là, parce que ces crimes ont été commis sous son régime. Donc, c'est la responsabilité incombe à Ibeka et à son gouvernement, même si ce n'est pas lui qui a pris les armes, la répression sanglante s'est faite sous son règne. Très bien. Donc, nous avons vu dans la démarche de la CEDEAO du mépris envers les peuples africains. Ils sont là pour étouffer la démocratie et aussi pour étouffer les peuples parce qu'en prenant des sanctions, des mesures contre le peuple malien, ils sont en train de punir, aussi leur peuple. Donc, s'ils ne font pas l'affaire, il faut les remplacer tout simplement. Alors, merci Aminata pour ce premier jet de pierre, on va le dire ainsi. Souleymane Koné, quand on a écouté Amina, on a l'impression qu'elle stigmatise ce qu'elle pourrait considérer d'une CEDEAO des chefs d'État plutôt qu'une CEDEAO des peuples. Bon, ce que je peux dire, c'est que la CEDEAO est la bienvenue au Mali. Nous avons toujours dit que la CEDEAO est la bienvenue au Mali parce que nous sommes la CEDEAO. Le Mali, c'est aussi la CEDEAO. Oui. La CEDEAO a été créée à Bamako. L'idée de la CEDEAO est partie de Bamako. Donc nous, le Mali, nous sommes une partie intégrante de la CEDEAO. Nous sommes un des rares pays en Afrique où il est clairement écrit dans la Constitution que le Mali est prêt à abandonner une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Donc ce n'est pas le Mali qui va s'opposer à la médiation de la CEDEAO de quelque nature que ce soit. Cela dit, ce que nous avons reproché à la CEDEAO, à la démarche de la CEDEAO, et je dois le dire ici, j'ai participé à toutes les rencontres de la CEDEAO depuis le début de cette crise jusqu'à celle qui est en cours
De toute façon, je n'ai pas participé à celle qui est en cours parce que je ne suis pas membre je ne suis pas membre alors de l'autorité en ce moment. Ce que nous avons reproché, nous, Maliens, à la CEDEAO, c'est d'avoir coûte que coûte voulu réduire la crise malienne à une crise électorale. Nous avons dit plusieurs fois que la crise malienne n'était pas une crise électorale, qu'elle était plus profonde que cela, c'est une crise de gouvernance et en particulier, c'est une crise qui porte sur la survie même du pays. Vous savez, depuis 7 ans que l'ancien président était en place, tout a été dit. L'opposition à l'époque, tout a été dit. La société civile, tout a été dit. Et ce qui était le plus grave, 2 choses. Le pouvoir, la gouvernance a tout fait pour justement tourner les communautés les unes contre les autres aux seules fins de conservation ou de conquête du pouvoir. Ça a été vrai pour le Nord, l'instrumentalisation du conflit du Nord, le fait que même les accords signés par le gouvernement n'ont jamais bougé parce que tout simplement, c'est ce chaos installé au Nord qui intéresse le gouvernement sur un plan électoral. On en est venu au centre. La même chose, les communautés les unes contre les autres, Dogon contre Peul, Peul contre Dogon, comme si par enchantement, après des siècles de vivre ensemble, ces 2 communautés se lèvent du jour au lendemain pour se battre les unes contre les autres. Alors que nous savions qu'il y a des officiels, des militaires ou d'autres qui ont toujours, à l'époque des politiques, qui ont toujours été auprès des milices créées d'une manière ou d'une autre. C'est cela que nous avons voulu faire comprendre à la CEDEAO, que ce n'est pas une question électorale, la question elle est plus profonde. Si on ne prend garde, le pays va s'effondrer davantage et nous, Maliens, nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder cela. Malheureusement, nous avons eu affaire à un mur. La CEDEAO n'avait qu'une seule préoccupation, la ligne rouge, c'est que le président ne devait pas partir. Même à cela, avec l'appui, le conseil et le dynamisme de l'imam Diko, nous avons rédigé un mémorandum que nous avons soumis au président de la République de l'époque en disant, d'accord, vous pouvez rester, mais on fera en sorte que le Premier ministre soit issu des rangs des forces populaires et que nous allons instaurer une transition avec une feuille de route élaborée par l'ensemble des couches du Mali. Nous avons été surpris de voir le président nous concilier pratiquement du palais lorsque, sur sa demande, nous sommes venus le rencontrer pour en discuter. Le pays était bloqué. Le pays était bloqué. Et avec ce blocage, il fallait certainement un acteur extérieur aux 2 groupes pour départager. Mais je pense que c'est ce qu'a fait l'armée dans tous les pays du monde, étant partie intégrante du peuple, l'armée qui d'ailleurs a souffert de cette gouvernance, a pris ses responsabilités et aujourd'hui a mis, à mon avis, tout le monde d'accord. Très bien. Alors, cela dit, on sait alors, des petits soucis avec la ligne de Souleymane Koné. On y retournera tout à l'heure, mais l'essentiel est bien retenu. On reviendra à Souleymane Koné tout à l'heure, le temps de voir un peu les problèmes de connexion de ce côté-là. En attendant, Monoko Touali, alors la parole est à vous. Quand on a écouté quand même le doyen Souleymane Koné, on pourrait résumer ce qu'il a dit en ce sens. L'armée aurait joué tout simplement, ou a joué le rôle d'arbitre dans ce qui opposait le pouvoir en place aux différents manifestants. Alors, est-ce que cela reviendrait à dire que c'était un coup d'État salutaire? Oui,
Dans un premier temps, je voudrais ici saluer tous les panélistes qui sont là et qui sont des personnalités qui méritent mon respect. Donc, par conséquent, je leur dis merci d'être là. Pour ce qui est de la situation malienne, permettez qu'on analyse la situation en dehors des calculs des politiciens. C'est ce qui est très important à notre niveau pour que l'opinion nationale et internationale, une fois de plus, se ressaisisse et comprenne mieux ce qui se passe au Mali. On était dans une logique, on est parti de revendications purement sociales, hein, des troupes des enseignants, et petit à petit, c'est devenu affaire de liens entre l'aile politique et l'aile théologique, c'est-à-dire du marquis et le symbole de ce mouvement. L'objectif de ce mouvement était donc que le président Ibrahim Boubacar Keïta parte du pouvoir et laisse le pouvoir. À la dernière minute, on se rend compte que c'est les militaires qui sont venus prendre le pouvoir. En une première analyse, on pourrait donc supposer que les militaires seraient venus justement pour éviter que les deux tendances, c'est-à-dire la tendance opposition, s'opposent à celle du pouvoir. Et donc, s'il fallait laisser les deux tendances, étant entendu que le programme de M5, c'était le programme de ce qu'ils ont eux-mêmes appelé les meetings éclatés. Or, dans la logique des meetings éclatés, il devrait sillonner toute la capitale malienne, toutes les grandes villes du Mali et mobiliser. Mais évidemment, ça allait croiser, n'est-ce pas, la riposte de ceux qui sont du côté d'Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, l'armée, en intervenant, effectivement, joue ce bon rôle qui est très salutaire, qui est un rôle tampon. Ça, il faut déjà le noter. Maintenant, l'équation, c'est est-ce que c'était ça, la vision du mouvement qui donc luttait contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son système? Est-ce que le mouvement M5 s'attendait à l'arrivée ou à l'intervention militaire? Est-ce que dans leur chemin cela existait? Si oui, alors on pourrait dire qu'ils ont atteint leur objectif, ils ont donc bien mené leur lutte, ils ont gagné. Mais si, je dis bien si, les militaires sont venus et qui n'avaient pas de connexion entre eux et le mouvement M5, alors il faut aussi être courageux pour dire que le M5 a donc échoué. Pourquoi? Parce que le M5, c'est des démocrates. C'est des gens qui sont dans la logique de la démocratie depuis 1991, après avoir renversé Moussa Traoré. Comment on pourrait donc accepter que les démocrates sollicitent la présence militaire pour prendre le pouvoir? Or, le pouvoir militaire était purement un pouvoir que la démocratie renie clairement. Voilà une deuxième hypothèse. Maintenant, l'autre hypothèse qui est la présence de la CEDEAO. Il faut quand même que nous, Africains, on ne passionne pas trop les débats, mais on les fasse de façon calme. La CEDEAO, l'Afrique ne peut pas exister dans cette zone ouest africaine, exister sans la CEDEAO. Évidemment, les dirigeants de la CEDEAO ne sont pas ceux-là qui prônent ce qu'attendaient les populations africaines. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renier la CEDEAO en tant qu'organisation ou il faut remettre en cause les gens qui animent la CEDEAO? C'est la problématique. Est-ce que donc, si les gens qui animent la CEDEAO ne font pas ce que les peuples africains veulent, l'idée n'est pas de dissoudre la CEDEAO ou de banaliser la CEDEAO, parce que l'Afrique ne peut pas être forte si elle est isolée. Il faut donc considérer que la CEDEAO est bon compte tenu du fait que le contenu, les principes de la CEDEAO sont bons. Ceux qui animent la CEDEAO, comme Alassane Ouattara, comme les chefs d'État de la Guinée, il faut que ceux-là, on leur demande de se mettre dans la peau des populations africaines et d'être en harmonie avec les populations africaines. Mais dire que la CEDEAO ne devrait pas venir, moi je pense que la CEDEAO est dans sa logique d'intervenir au Mali, puisque c'est au nom de la CEDEAO que déjà au niveau de la Gambie, au niveau de la Côte d'Ivoire, les pays de la CEDEAO sont intervenus dans ces pays-là. Évidemment, ils n'ont pas souvent eu des résultats escomptés, mais toujours est-il que la CEDEAO est fidèle à ses principes. Dès lors, il faut penser demain qu'on ait des politiques honnêtes qui pourraient demain prendre le pouvoir et gérer la CEDEAO conformément à la vision des populations africaines. Mais blâmer la CEDEAO, je ne crois pas que ça puisse être à l'avantage des Africains. Très bien. Maintenant, la démarche... Oui.
Monoko, permettez, je vais reprendre la parole, question d'équilibrer aussi un peu la répartition de la parole au niveau des plateaux. Je vous vois très emporté. Et ce que vous dites, Président Bandakani, vous me disiez, ce qu'il dit est très important. Bon, je ne sais pas s'il faut prendre ça comme ça, Bachir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est en train de poser un problème. Oui. Il est en train de poser un problème qui est incontournable. Oui. Et qui devrait être géré non seulement par l'armée malienne, mais par le mouvement M5. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un problème de... Comment je vais expliquer ça? Il y a un problème de l'égalité sous-régionale qui est en train d'être instrumentalisé par certains dirigeants de la CEDEAO. C'est un fait. Mais le fait est que aussi, Ibeka jouissait d'un mandat démocratiquement acquis, d'après la démocratie néocoloniale, à laquelle beaucoup de Maliens ont souscrit, malgré nos interpellations à plusieurs reprises ici, y compris non seulement sur la personne de Ibeka, mais sur toute la dynamique démocratique dans un contexte néocolonial. Mais ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Oui. Donc il y a un problème quand même qui se pose au niveau juridique. C'est-à-dire que les gens de la CEDEAO, tout à l'heure je vais dire ce que j'en pense, oui. Les gens de la CEDEAO sont en train de mettre en avant une espèce de légalité démocratique, n'est-ce pas, qui était le privilège de fonction de M. Ibeka. Alors, ils estiment que le coup d'État militaire est inacceptable parce que c'est une violation de la légalité démocratique. Mais la CEDEAO a une charte dans ce sens-là, Président. Oui, à laquelle le Mali a souscrit. Sur la démocratie et la bonne gouvernance. Très bien, oui. À laquelle le Mali a souscrit. Oui. Ça, ce sont les arguments qu'on met en avant au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est sur ça que s'appuie, n'est-ce pas, M. Monoko Touali, pour avoir son argument. Oui. Il faut dire une chose, mon cher Bachir. On peut répondre à ça de plusieurs manières. Premièrement, la légalité démocratique de M. Ibeka, on peut l'interroger, sans être dans l'erreur. Comment M. Ibeka arrive au pouvoir? C'est l'accession au pouvoir de manière démocratique et dans un contexte où le Mali n'existe pas. Il faut le dire. Où le Mali est occupé par la France. De manière criminelle, mon cher Bachir. Donc, comment dans un tel contexte, on a pu croire qu'on pouvait faire de la démocratie? Et nous, on est constant. Hein? Moi, je tout dis ici qu'on ne démocratise pas les néocolonies. En néocolonie, on fait la démocratie de la libération. Mais les gens ont préféré faire la démocratie néocoloniale, sans savoir que ça va les empêcher dans des contradictions terribles, mon cher Bachir. Vous ne pouvez pas faire la démocratie, n'est-ce pas, avec un pays qui n'existe plus. Dans un pays où la France a organisé la partition du pays, mon cher Bachir. Ça, c'est au nom de quelle légalité que cela a été fait. Vous voyez? Mais la légalité démocratique, entre guillemets, a cru qu'elle pouvait prospérer sous le crime néocolonial, qui était le fait que la France, l'Occident, pas la France, a criminalisé le Mali. Bachir, c'est ça qui attrape Ibeka. C'est quoi? Ce sont les questions d'insécurité, mais aussi ce qu'ils appellent gouvernance. Vous comprenez? Qui attrape Ibeka, mon cher Bachir. Maintenant, ça c'est pour les partisans d'Ibeka. Maintenant, revenons donc sur cette fameuse CEDEAO qui parle, Bachir. Oui. Non seulement ce que je suis en train de dire concernant la démocratie néocoloniale est valable pour la CEDEAO, mais la charte de la CEDEAO, mon cher Bachir, la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance parle de quoi? La bonne gouvernance veut-elle dire qu'une poignée d'individus peuvent confisquer les richesses du pays jusqu'au point de laisser les enfants faire n'importe quoi parce que le père est président? Est-ce que la CEDEAO n'était pas en train de voir ça? Donc, si la CEDEAO est cohérente, mon cher Bachir, si la CEDEAO est cohérente avec elle-même en matière de gouvernance, vous comprenez? Il y a des choses qui sont entre guillemets, gouvernance. Vous connaissez les distances que j'ai envers ces concepts-là. Moi, je prends les gens à leur propre jeu. Si vous croyez que la gouvernance est une vraie chose, d'après votre concept fumeux là, au niveau de la CEDEAO, mais il y a des actes qui se sont passés au Mali, des actes de gouvernance, qui n'ont rien à voir avec la charte-là. Donc, pourquoi dans une charte, une partie est vraie, une autre partie de la même charte n'est pas vraie? Mon cher Bachir, il y a un problème. Je vais même plus loin encore. Tout à l'heure, je reviendrai sur les éléments, même juridiques. Je vais même plus loin encore, mon cher Bachir. La CEDEAO parle de quoi? J'avais indiqué sur la dernière fois que la CEDEAO n'était pas crédible. Ça voulait dire quoi? Mais les qui sont en première ligne? Les qui sont en première ligne, mon cher Bachir? Monsieur Goulot, Jonathan, il m'a perdu le pouvoir à la faveur de quoi? Il n'arrivait pas à régler la question beaucoup dans son pays. Mais revenons, de toute façon. Goulot, Jonathan n'est pas crédible. Pourquoi? Goulot, Jonathan était à la tête du gang
qui a détruit la Côte d'Ivoire, qui a piétiné les institutions de la Côte d'Ivoire, qui a violé la Constitution, qui a violé la légalité démocratique en Côte d'Ivoire, a piétiné tous les principes juridiques, éthiques et politiques et constitutionnels qui existaient en Côte d'Ivoire pour placer M. Ouattara au pouvoir. Goodluck Jonathan était en tête à l'époque. Il avait même dit à l'époque qu'il faut bombarder la Côte d'Ivoire. Il avait dit clairement bombarder la Côte d'Ivoire parce qu'il était en amitié d'intérêt avec M. Ouattara. M. Ouattara aujourd'hui, on est dans quel monde, mon cher Bachir? Mais ça devient comme si, en tout cas, moi j'ai appris une chose, hein, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. C'est-à-dire quand quelqu'un va être perdu, c'est-à-dire va être pris en charge par la perdition, il se prend pour Dieu. Le président Ouattara se prend certainement pour Dieu. M. Ouattara peut oser aujourd'hui parler d'institutions en Afrique. M. Ouattara a le courage d'ouvrir sa bouche pour parler d'institutions en Afrique. Lui qui a passé sa vie à détruire les institutions, à les violer, mon cher Bachir. On est où là? On est où là, mon cher Bachir? Donc vous voyez que les personnalités qui sont en avant dans la CEDEAO, si on parle du président Ouattara et de Goodluck Jonathan, n'ont pas de crédibilité. De par leur passé et leur conception même de la politique. M. Ouattara peut se mettre devant qui pour parler de démocratie, de constitution? Bachir. La CEDEAO, quand M. Ouattara détruisait la Côte d'Ivoire, et là encore les contradictions, là, tout le monde, y compris même les Maliens. Quand le président Ouattara, quand il dit les Maliens, les institutions maliennes, quand le président Ouattara faisait son crime en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a dit quoi? Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Une chose ne peut pas être son contraire en même temps. Alors vous estimez tout simplement que la CEDEAO n'est pas crédible? Je donne les faits, Bachir. Oui. Une chose ne peut pas, vous ne pouvez pas être en même temps Bachir et le contraire de Bachir. Il y a un problème. La CEDEAO a ces principes-là, qu'elle prétend être des principes sacrés. Mais le premier à l'avoir violé et hontement s'appelle M. Ouattara. Et son complice à l'époque s'appelait Goodluck Jonathan. Mais les gens font des choses, oublient que la mémoire enregistre. Les gens vous voient faire, mon cher Bachir. Au nom de quelle crédibilité? Si ce n'est pas ce que j'appelle la prétention à l'abjection. Au nom de quelle crédibilité le président Ouattara peut aujourd'hui se poser en défenseur de l'ordre légal et des institutions? Il y a un problème, mon cher Bachir. Je donne deux arguments encore pour terminer. Oui. Mais je suis surpris de voir aujourd'hui la CEDEAO être unie, mon cher Bachir, sur la question malienne. Mais ça fait rire. Ça pose deux problèmes. Sur ce plateau, je vous ai longtemps dit qu'il n'y a pas d'intégration politique en Afrique de l'Ouest. Vous vous souvenez? L'intégration régionale, vous l'avez dit. Toujours, j'ai toujours dit ça ici, que faites attention. Que ça, c'est une intégration néocoloniale. On est en train de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intégration n'est valable que quand c'est contre les peuples. J'avais dit ici qu'à l'époque, quand l'esclave circule quelque part, il croit qu'il est libre. Il n'est pas libre. Il circule seulement. On l'autorise de circuler. Le juge mettra en cause les intérêts de celui qui l'autorise à circuler. Il va voir. Les Maliens vivent ça aujourd'hui. La CEDEAO s'en fout des peuples, mon cher Bachir. Vous comprenez? Ils s'en fichent des peuples. Donc il y a un problème. Ça veut dire que l'intégration régionale est au service des intérêts néocoloniaux. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que le vrai patron de la CEDEAO s'appelle président Ouattara. Donc, est-ce une organisation taillée sur mesure pour un individu? Alors, si je vous ai bien suivi, puisque vous avez deux exemples à donner, je vous ai bien suivi quand vous dites est-ce que cette CEDEAO est véritablement une institution où l'intégration régionale est vraie? Peut-être faites-vous allusion au fait qu'il n'y ait eu aucune initiative militaire de la CEDEAO pour aider le Mali face aux djihadistes. Non, ça va, il n'a pas dit ça. Oui. Il n'y a rien par rapport au Burkina Faso. Qui brûle là? Oui. Le Burkina brûle. Rien. Comme la CEDEAO n'a rien fait quand on détruisait l'institution de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait. Ils ont encouragé. Tous les États qui étaient là ont encouragé. Très bien. Mon cher Bachir. Donc, nous sortons. C'est une institution, je te dis donc que c'est une intégration, maintenant tout le monde le voit. C'est une sous-intégration régionale néocoloniale, taillée sur mesure pour défendre les intérêts français. Vous comprenez? Et on voit bien que le représentant des intérêts français là-bas, de manière attitrée, qui s'appelle le président Ouattara, a pris en otage la CEDEAO. Bachir, dites-moi comment. Alors que c'est la question monétaire. La CEDEAO a été incapable de parler de même voix. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une fracture au niveau de la question monétaire entre le Nigeria, pour nous citer que le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui a pris en otage la CEDEAO, s'est servi de la CEDEAO pour aller négocier son troisième mandat, je parle du président Ouattara, en trahissant les pères de la CEDEAO, en détruisant les efforts trentenaires, pour ne pas dire quarantenaires, de construction d'une dynamique monétaire, la CEDEAO. M. Ouattara a détruit ça, violant la charte de la CEDEAO, violant tous les principes, a parlé au nom du président. Je n'ai entendu aucun président de la CEDEAO dénoncer le président Ouattara. C'est après coup
que le Nigeria a commencé à se désolidariser de l'écho, y compris le Ghana. Donc, mais, il faut qu'on voit clair au niveau de la CEDEAO. Donne-moi une seconde. Une seconde juste, oui. Puisque je dois repartir à présent pour une... Alors, maintenant il faut que le mouvement M5 et les militaires soient conscients des enjeux qu'il y a devant eux. On voit très bien que le président Ouattara est déterminé à faire échouer ce projet et renverser, et faire un anti-coup d'État. Nous savons que le président Ouattara est en train de tout faire, mon cher Bachir, pour qu'il y ait des unités de l'armée qui se révoltent contre la junte militaire. Vous voyez aujourd'hui les manifestations pro-Ibeka se mettre en place. On n'a rien contre. On dit que les gens sont libres de manifester. Oui. Mais vous voyez ce qui est en train de préparer, mon cher Bachir. Donc, vous voyez très bien que les éléments sont en train d'être mis en place, n'est-ce pas, pour faire un anti-coup d'État. Le débat est celui-ci. Afrique Média ne donne jamais une prime à un coup d'État. On le sait. Jamais. Oui. Mais le débat est celui-ci. À quoi, quand on fait ça, on pense au Mali? C'est une grosse question. Merci, Président Bandakani. Alors, je vais à présent donner la parole à Luc Michel. Luc Michel, vous avez écouté tous vos 4 co-panélistes avec beaucoup d'intérêt, d'où ma question qui certainement sera pour une analyse globale. La CEDEAO, est-ce que géopolitiquement, elle joue pour les peuples dans le cas actuel? Bachir, j'aurai comme d'habitude une vue large et internationale. Je ne suis pas ici pour commenter les scénarios des médias de M. Macron à Paris. Il y a un déluge de propagande, il y a un déluge de fake news pour déstabiliser le mouvement M5 et les militaires. Il y en a tous les jours, il y a une véritable machine qui est en marche. On nous présente cette CEDEAO qui sont les ambassadeurs de M. Macron. Pour ceux qui ont des doutes, Jeune Afrique, la voix du néocolon, il est en aveu. Jeune Afrique nous expliquait il y a 2 jours que c'est M. Ouattara qui avait radicalisé la visioconférence des dirigeants de la CEDEAO contre les militaires du Conseil national. Il y a un deuxième scénario parce que nos 2 sujets du jour, ils sont étroitement liés. On fait un même scénario, une comédie médiatique. On nous présente une Côte d'Ivoire en processus électoral alors qu'elle est en révolte. Moi, comme tous les néo-panafricanistes en ce moment, nous travaillons pour faire la synergie de la révolte des militaires et du peuple malien qui est au pouvoir maintenant et la révolte qui s'esquisse des populations ivoiriennes. Il est important qu'elles travaillent ensemble. Il y a d'ailleurs déjà le GPS en Côte d'Ivoire qui a publié un manifeste de soutien au peuple malien. Nous avons, depuis des années, on en débat presque chaque semaine, nous avons subi les opérations géopolitiques occidentales. On nous a imposé en 2010-2011 le soi-disant printemps arabe. En 2014, on nous a imposé le soi-disant printemps africain. En 2018, on nous a imposé la nouvelle politique africaine de M. Trump. Qu'est-ce que sont toutes ces opérations? C'est le néocolonialisme en marche. Moi, je dis aujourd'hui qu'il est temps, à Abidjan et à Bamako, de faire l'automne panafricain, c'est-à-dire le véritable soulèvement des peuples. Il y a une véritable révolution géopolitique qui est en cours. La première, c'est l'abaissement de la France. La France, si elle perd le Mali, elle va tout perdre. Elle est déjà fragilisée en Centrafrique. Il faut lire les journaux français. Le Monde, le journal de M. Soros, financé par Soros et Bill Gates. Le Monde, il y a 3 jours, nous a expliqué que la France était profondément déstabilisée et que tous les présidents pro-français de la CEDEAO avaient peur de ce qui allait se passer. Et le Monde évoquait les répercussions directes en Côte d'Ivoire des événements du Mali. Hier, c'était Le Point. Dans Le Point, il y a une ancienne ministre de Mitterrand, c'est Michel Cotta. C'est une femme hyper influente dans les médias français. C'est elle qui dirigeait les médias de François Mitterrand. Elle a dit textuellement, la France a perdu le Mali, elle doit s'en aller. Il n'y a pas encore qu'elle. Le Figaro, le premier soir où les militaires ont pris le pouvoir à Bamako, le Figaro a dit que M. Macron était profondément déstabilisé. Il y a surtout eu un grand événement. Vous pouvez chercher, on n'en parle pas sur France 24, on n'en parle pas sur RCI, on n'en parle pas sur RFI, c'est que la Russie est entrée dans le jeu malien. Elle avait tenté d'y rentrer en 2019,
C'est Ibeka qui avait paralysé les accords militaires entre l'armée malienne et l'armée russe. L'idée des Russes, c'est d'apporter de l'oxygène géopolitique comme ils l'ont fait en Centrafrique. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 48 heures? Monsieur Gromyko, ambassadeur de Russie à Bamako, est allé rencontrer les militaires. Il faut savoir ce que ça représente en diplomatie. Au moment où la CEDEAO, le Parlement européen, Monsieur Macron, Madame Merkel, la Maison-Blanche, l'Atlantic Council, tout le monde crie haro sur les militaires maliens, l'ambassadeur russe vient les rencontrer. C'est une façon de leur donner une légitimité. Et quand il quitte la réunion, écoutez ce qu'il dit, il n'a qu'une phrase. Il dit « Nous avons parlé de sécurité ». Parce que le problème du Mali, c'est ça. Le problème du Mali, c'est de reconstituer l'armée malienne et de reconstituer la souveraineté sur le territoire national. Ce que ne fait pas la France depuis 8 années. C'est ça qu'il faut constater. Maintenant, les Français sont en perte de vitesse. Ils ont perdu cette guerre du Sahel. Le Mali, c'est l'épicentre de la guerre du Sahel. Il y a le fameux livre qui est paru en début d'année. C'est le livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Une guerre perdue de la France au Sahel. C'est le livre fondamental. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est pas Luc Michel ou Afrique Média. Nous, on va nous dire, nous ne sommes pas objectifs. Nous sommes anti-impérialistes, nous n'avons pas de sympathie pour Washington ou Paris. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est quelqu'un du sérail français. Il est introduit dans les rédactions au grand état-major français. Il est surtout membre de la Fondation Saint-Simon, qui est le think tank du ministre Le Drian. Que dit Marc-Antoine Pérouse de Monclos? C'est la fin de son livre. Il dit, le problème, c'est pas de savoir si nous allons quitter le Mali, c'est quand et comment. Le débat, il a été popularisé par l'hebdomadaire Marianne. Marianne, c'est les plus gros titres de la presse française. Marianne a fait sa couverture en posant la question, pas de savoir si nous allons quitter le Mali, mais quand allons-nous quitter le Mali? Et maintenant, vous avez Michel Cotta, ancienne ministre de Mitterrand, qui connaît les socialistes, qui connaît Le Drian, qui connaît les médias. Elle dit, nous devons partir. C'est cela qu'il faut constater. On a une évolution, il y a 2 évolutions possibles pour le Mali actuellement. Il faut arrêter d'écouter les histoires de la CEDEAO, etc. La CEDEAO, je suis désolé, elle démontre qu'elle est la voix de son maître, et le maître, c'est M. Macron. Elle fait exactement ce que lui demande de faire M. Le Drian. On devrait relâcher Ibeka, on ne devrait pas le juger, on ne devrait pas juger son corrompu de fils, et on devrait le remettre au pouvoir. C'est s'asseoir sur ce que veulent les Maliens et ce que veulent l'armée malienne. Maintenant, les Français nous montrent, soi-disant, des manifestations pro-Ibeka. Il s'agit de noyer le poisson. Vous savez qu'ils ont aussi essayé d'acheter les militaires. Il y a des documents qui ne sont pas des faits qui circulent sur Internet. On a proposé de l'argent aux militaires dès le soir du coup d'État. Et vous savez que pourquoi est-ce que la France, justement, M. Ibeka, a démissionné, etc., c'est parce qu'on l'a menacé de s'en prendre à l'ambassade de France à Bamako. Ça, c'est la vérité. Je sais que les Maliens, ils ont des réticences parce qu'ils sont dans la diplomatie. Moi, je n'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat. La question maintenant, c'est de savoir lequel des 2 scénarios va s'appliquer. Ou on va avoir un scénario à la centrafricaine, c'est-à-dire que les Russes vont apporter de l'oxygène géopolitique, mais les Français vont rester au Mali. Et il va y avoir un jeu d'équilibre. Vous savez que Touadéra, il pratique un équilibre dangereux entre la Russie, la MINUSMA, nous avons la MINUSCA, pardon, nous avons la MINUSMA au Mali, et les Français. Où nous allons avoir, c'est ce que veulent les camarades du mouvement M5. Je dis les camarades parce que ce sont des panafricanistes et parce que j'ai lu tout ce qu'ils pouvaient faire et je suis en accord total avec eux, comme je suis en accord avec les patriotes ivoiriens qui combattent aujourd'hui pour la démocratie. Le deuxième scénario, c'est le départ de la France. Il faut savoir que ce départ de la France, il est en débat même à Paris. C'est cela qu'il faut constater. Il faut arrêter d'écouter les Good Luck Jonathan, etc. Le président Bandakani l'a bien dit. Ils n'ont pas bougé en Côte d'Ivoire il y a 10 ans. On ne les a pas entendus quand on a massacré Kadhafi. On ne les a pas entendus
quand ils ont mené une expédition militaire, je vous rappelle, contre la Gambie de Yahya Jammeh, parce que Yahya Jammeh avait fait un crime, celui de quitter la CPI. Et de nouveau, M. Ouattara, avec Macky Sall et Mme Hélène Johnson-Sirleaf, dont il faut savoir que c'est une dirigeante de l'Open Society de George Soros en Afrique du Sud, ils ont organisé une expédition militaire. L'armée de la CEDEAO, elle n'applique pas la démocratie. Elle est encore en Gambie. Elle n'est jamais repartie, l'armée sénégalaise. Allons voir ailleurs et vous verrez que la CEDEAO n'intervient que quand ce sont des gens qui sont anti-français ou occidentaux. Moi, je regrette. Vous savez que je respecte certaines institutions. Je suis le premier à défendre l'Union africaine, par exemple, certaines forces au sein de l'Union africaine. Pas toutes, mais la CEDEAO ici, elle a raté, elle a fait comme Ibeka, elle a raté son rôle historique et elle est en train de se déconsidérer. C'est ça qu'il faut constater. Maintenant, la question du destin du Mali, il est dans les mains du mouvement M5. Si le mouvement M5 soutient les militaires, si on arrête de les déstabiliser, alors le Mali prendra le chemin de l'indépendance, celui du temps de Modibo Keïta et des autres. Si maintenant on laisse les militaires déstabiliser, diffamer, attaquer, secouer, acheter aussi, eh bien à ce moment-là, la révolution apportera. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même ça, il faut tirer une conclusion. Rappelons-nous ce qui s'est fait passer au Burkina Faso. Un mouvement populaire remplace presque Compaoré. Le même jour où la foule chasse Compaoré, les Français et les Américains entrent en action. Ils ont déjà des gens un peu partout. Et pendant 2 ans, au lieu de faire la révolution au Mali, une révolution qui était sur les idéaux de Thomas Sankara, on voit 2 fractions, la fraction franco-française et la fraction pro-américaine avec le général, celui qui s'était proclamé général Zida, formé à l'école de la CIA en Floride. On les voit se disputer le pouvoir jusqu'au moment où Diendéré, qui est encore l'homme de la France, tentera son coup d'État ridicule. Il y a des militaires efficaces avec le peuple derrière eux. Il y a des militaires compradors. C'est le cas de Diendéré, il le dévoile. Il ne faut pas faire une soupe de tout. Moi, je n'ai pas le fétichisme, ça sera mon dernier mot. Je n'ai pas le fétichisme des constitutions. Je ne pense pas que l'agenda, la thématique de la démocratie occidentale doit s'appliquer en Afrique. Au contraire, je pense qu'elle n'a amené que des catastrophes depuis le discours de la Baule. Je pense qu'il y a des militaires, il faut les juger, qui ont un rôle patriotique en liaison avec leur peuple. C'est le cas des camarades maliens. Et il y a des militaires qui sont des représentants d'intérêts étrangers. Nous en avons eu le plus bel exemple, c'était jadis Feu Mobutu. Très bien. Merci à vous, Luc Michel, pour cette profonde analyse bien ouverte sur le plan géopolitique. Et voilà qui nous ramène donc au deuxième axe de ce sujet consacré au Mali. Luc Michel a mis le pied dans les plats. Aminata, que vous inspire ce rapprochement du CNSP avec la Russie? On a vu les émissaires russes également aller à la rencontre des dirigeants du CNSP et ils en sortent presque satisfaits et ils disent avoir échangé essentiellement sur les questions sécuritaires. Est-ce que la Russie serait en train de prendre le dessus sur la France au Mali? La Russie, normalement, de manière intelligente, est un partenaire naturel et même historique de l'Afrique. Parce que quand une coopération, enfin une colonisation appelée coopération ne se passe pas bien pendant 60 ans, la France est d'exclusivité, la France est totalitaire, il faut changer de partenaire. Nous n'aspirons pas confiance à la France qui se fait passer de manière ou d'une autre, de manière sournoise et hypocrite pour les amis des pays qu'elle a colonisés et qu'elle continue de déstabiliser, de détruire, de piller. Donc cette France-là, c'est la même France et ses copains impérialistes qui sont partis demander des sanctions contre leur cher ami, leur cher pays ami, le Mali. Donc Macron, il dit quelque chose tout haut et il fait quelque chose, il fait la vérité, il a la même mise, il fait l'ingérence au Mali tout bas à travers la CEDEAO. Quand Macron dit il faut que l'armée laisse le pouvoir, il faut que l'armée
passe le pouvoir aux civils et qu'on continue. Nous, on ne l'acclame pas parce que nous connaissons l'hypocrisie, le degré d'hypocrisie de la France. Ça, on en a fini avec. Donc, deux pays, la Chine et la Russie, qui ont imposé leur droit de veto pour que la France impérialiste n'arrive pas à ses fins. Moi, je crois que ce sont des nouveaux partenaires naturellement, parce qu'il y a d'un côté, les uns prennent les armes pour venir imposer la démocratie. De l'autre côté, il y a ceux qui veulent faire du business et ceux qui veulent faire des affaires. Que choisir? Eh ben, moi, je dis toujours que quand un partenaire n'est pas sincère, il faut le changer. Il faut rompre avec les accords coloniaux. Ça ne sert à rien de collaborer avec la France. La Russie, quand nous sortions au monument de l'indépendance pour dire aux bases militaires françaises de partir, la Russie, on la réclamait en même temps. Parce que la Russie a subi à peu près la même chose qu'ils sont en train de faire en Afrique. C'est-à-dire le grand banditisme divisé pour mieux régner. Nous avons vu comment ils ont éclaté l'Union soviétique. Donc la Russie a même un rôle historique à jouer en Afrique. Nous sommes ouverts à la Russie, nous sommes ouverts à la Chine. Ce sont dorénavant nos nouveaux partenaires. Parce que nous n'avons pas vu, nous avons tiré les conclusions avec l'esclavage français et dorénavant, c'est sur ça qu'il faut jouer pour améliorer les conditions avec les conditions de partenariat gagnant-gagnant avec nos futurs partenaires. Donc moi, quand je dis que le Mali doit retrouver sa souveraineté comme du temps de Modibo Keïta, ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère. Parce que c'est au temps de Modibo Keïta que nous avons vu le franc malien, c'est au temps de Modibo Keïta que nous avons vu les bases militaires criminelles françaises plier leurs bagages, c'est au temps de Modibo Keïta que le Mali a prospéré, c'est au temps de Modibo Keïta qui avait la démocratie, la vraie démocratie au Mali. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout bonnement assassiné les présidents dignes d'Afrique. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas assassiner tous les peuples africains parce que grâce à des médias comme vous, nous sommes éveillés. Grâce à des activistes, les panafricains, à tout ce qui se passe aujourd'hui en 2020, nous ne sommes pas la génération de 1960. Donc, il faut que je vous donne une information supplémentaire que dorénavant, notre télévision nationale est devenue souveraine parce que c'est l'histoire de Modibo Keïta qui passe à la télé. Et ça, c'est moi, depuis que je suis né, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai jamais vu ça à la télé par l'interdiction de la France esclavagiste à travers sa France-Afrique ou sa France contre Afrique. Donc, je dis tout simplement que l'ami qui est ici, là, comment il s'appelle Toali Monoko, que nous avons peut-être échoué si nous ne sommes pas avec les militaires. Moi, je dis qu'il se trompe d'analyse. C'est bel et bien la victoire du peuple malien. Parce que l'armée fait partie du peuple. Et les démarches entreprises par cette armée, c'est de consulter tout le monde. Tout le monde. L'armée veut vraiment faire les choses comme ils se doivent et ensuite donner le pouvoir à quelqu'un, à un civil, quoi. Donc, nous ne sommes pas dans le schéma, peut-être que lui n'a pas très bien compris, que c'est l'armée qui était la chair à canon de cette France et de ce Tibeka. C'est l'armée qui a souffert le plus, plus que tout le monde dans cette affaire, et que les gens qui sont devant nous, les patriotes que la France appelle putschistes, peu importe comment elle va les appeler, ce sont des patriotes qui ont pris les choses en main à temps pour arrêter une effusion de sang, pour arrêter un bain de sang dont nos présidents s'en moquent totalement et dont l'Union, pas l'Union africaine, dont la CEDEAO n'en fait jamais un souci. Donc c'est juste pour lui dire que l'armée est en parfaite symbiose et avec le M5 RFP et avec tout le monde. Et d'ailleurs, quand nous avons organisé la dernière manifestation, je pense que M. Toali n'a pas vu
l'armée venir sur le podium et prendre la parole, remercier quand les membres du M5RFP, remercier les Maliens, remercier le peuple malien, remercier tout le monde. Moi, je crois que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Elles sont disponibles sur Internet. Je vous remercie. Allez, merci Amina. Nous restons donc sur la même thématique. On a encore une vingtaine de minutes. Le temps de donner la parole à nos autres invités. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Justement, alors Souleymane Koné, vous êtes diplomate. Au vu de votre expérience dans ce domaine, la diplomatie, comment vous appréciez la pénétration russe au Mali? La pénétration russe, c'est vous qui le dites, mais la Russie n'a pas quitté le Mali. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, la Russie, l'armée malienne est une armée profondément marquée par la coopération avec la Russie. Oui. Depuis le président Modibo Keïta, au président Moussa Traoré, jusqu'au président Alpha Oumar Konaré, la Russie a toujours été présente au Mali sur le plan militaire, sur le plan de la coopération. Cela dit, les Maliens ne sont pas prêts à préférer une domination à une autre. Le Mali cherche l'enjeu de la bataille aujourd'hui, c'est la souveraineté du Mali. Oui. Que les Maliens puissent décider ce qui est bon pour le Mali. Ce n'est pas de quitter une domination pour aller dans une autre domination. Nous voulons une coopération digne, gagnant-gagnant, entre tous les partenaires, tous ceux qui peuvent aider le Mali. La présence de la Russie au Mali a toujours été une présence constante. Qu'aujourd'hui, devant les sécurités que la Russie propose, ces services, ma sœur qui vient de passer, elle a parfaitement raison de dire qu'il y avait, bien avant ceci, un mouvement au Mali qui demandait vraiment un retour vers la Russie dans une coopération gagnant-gagnant. Maintenant que la nouvelle perspective, ce qui se passe en ce moment au Mali, et que ça suscite l'espoir, c'est que demain, nous allons pouvoir répartir de bons pieds pour ce pays. Cela dit, quand on dit que est-ce que le M5 RFP a perdu parce que c'est un coup d'État, chacun pourra dire le nom qu'il veut. Mais ce que nous voulons dire clairement aux Maliens et à l'extérieur, c'est que cette armée est la reine Ibrahim Boubacar Keïta. La loi de programmation militaire qui a voté 1230 milliards a été systématiquement détournée pendant qu'au quotidien, le soldat tombe sur le champ d'honneur. L'armée a été systématiquement, les ressources de l'armée ont été systématiquement détournées, pillées. Que le plus normal que cette armée se soulève à la faveur d'un soulèvement populaire. Tous les combats de ces 7 années, c'était autour justement de la gestion de l'armée, de la gestion de la situation sécuritaire. Que l'armée rejoigne ce combat, c'est tout naturel. Elle a dit, et c'est vrai, l'armée est venue faire acte de reconnaissance au peuple malien à travers la lutte du M5 RFP à la tribune l'autre jour à la place de l'indépendance. Cela signifie qu'elle n'est pas en dehors de ce que les forces patriotiques sont en train de mener. Maintenant, on est en train d'agiter, j'ai entendu dans un reportage que le pays est divisé. Ça n'est rien du tout. Rien n'est divisé. Quand je vois 2 tonnes de 3 pellets sortir à grand renfort de choses, je me demande qu'est-ce qui se passe. Mais en vérité, ces gens les représenteraient depuis que le M5 RFP a commencé ses manifestations. Manifestement, Ibeka n'avait plus de soutien. S'il n'avait pas de soutien quand il était au pouvoir, aujourd'hui qu'il va avoir ce soutien dans la rue, a été occupé par le M5, il faut le dire. Si d'autres ont d'autres plans, on a visé, le peuple malien reste soudé pour le nouveau départ et, croyez-moi, nous serons là pour cela. Maintenant, la CEDEAO,
que je le fais, hein, parce qu'aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, il n'y a que Alassane Ouattara et le président guinéen Alpha Condé qui font chemin seuls sur le Mali, les sanctions qu'ils veulent pour le Mali. Tous les autres présidents se sont désolidarisés. Il faudrait que vous le sachiez. Aujourd'hui, le président du Niger, quand bien même il est le président en exercice de la CEDEAO, n'est pas sur la même longueur d'onde que Alassane Ouattara. Idem pour Macky Sall, idem pour Patrice Talon, idem pour Roch Kaboré au Burkina Faso, en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est systématiquement isolé dans l'espace CEDEAO par rapport à la gestion de la crise au Mali. Et sur ce point, je pense que les choses... Ibrahim Boubacar Keïta, le libérer, le maintenir, mais ce qui est sûr, c'est que la justice sera faite au Mali sur sa façon de gérer le pays. Lui, son clan, il n'y a pas de doute que la justice sera faite. Très bien. Voilà. Merci. Merci à Suleiman Koné donc pour cette autre intervention. Alors on retourne vers Monoko Touali. Monoko Touali, alors parlons de cette Russie justement. Je vais rappeler quand même que plusieurs sources très renseignées nous font savoir que la Russie se dit prête à envoyer des soldats aux côtés des soldats maliens en cas d'attaque de la CEDEAO. Alors, pour le moment, ça reste dans les couloirs des chancelleries, va-t-on dire. Mais comment analyser cette approche de la Russie quand on sait quand même que le Mali a très souvent été considéré comme l'un des pays favoris du précaré français? Est-ce qu'on serait en train de se retrouver dans le scénario syrien où la seule Russie a pu empêcher quand même la catastrophe, ou du moins elle a limité les dégâts? Oui, mais le problème malien, moi je pense qu'il y a plusieurs scénarios. Hein. Évidemment, il y a eu le mouvement qui est né, qui a tout mis au grand jour et qui a tout dévoilé. Ça, c'est une vérité. Et que l'approche de ramener Ibeka au pouvoir, ça, c'est pas possible, c'est de l'illusion, puisque Ibeka, il est déjà épuisé, il est fini. Et puis, ceux qui le défendent aujourd'hui ne l'ont pas fait hier. Depuis 2013, Ibeka au pouvoir, on ne les a jamais vus. Donc, moi-même, toujours je l'ai dit, qu'au lieu de mieux vaut guérir un malade que de ressusciter un mort. Donc, on n'est pas dans ce chemin. Le chemin qui est plus important aujourd'hui, c'est celui de dire pourquoi ces grandes puissances se réveillent alors que le Mali est divisé depuis 2013 et que le drapeau qui est à Kidal n'est pas le drapeau malien. Pourquoi ça n'a pas choqué l'orgueil tant au niveau malien qu'au niveau international? Nous sommes de ceux qui est dit ici encore sur notre plateau Afrique Média qu'il faut contrebalancer, il faut mettre dans la balance toute l'Afrique pour que l'Afrique ne puisse pas être seulement sous la tutelle de la France, mais il faut contrebalancer. On l'a dit, et Luc Michel nous l'a bien précisé il y a plusieurs fois ici sur ce plateau. Oui. Donc le problème malien, c'est le fait que depuis le Mali a été envahi par les terroristes venus de la Libye, ni la CEDEAO, ni l'UA, ni la communauté internationale n'a pris au sérieux la situation malienne. Ils en ont pris pour s'imposer au Mali. Moi, j'ai encore en mémoire, lorsque la France, lorsque Atete était au pouvoir, il dit il n'y a pas de solution militaire au Mali, mais il faut composer avec ceux qui ont des armes. Ils n'ont jamais été désarmés. Nous avons appelé à ce qu'on désarme tout cela. Et c'est en cela que dans toutes mes conférences, dans toutes nos interventions au niveau national et international, nous avons eu le courage de dire le Mali est victime du complot international. Depuis 2013, nous le disons. Le Mali est déjà victime d'un complot international. Alors, s'il faut donc aujourd'hui parler de rupture, nous les citoyens, nous le disons. Luc Michel le dit, ma soeur Fofana le dit, son excellence, monsieur l'ambassadeur le dit. Tout le monde le dit, mais tout le monde ne peut pas gérer. Donc il faudrait que l'aile politique ait le courage de parler de cette rupture. Ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Dans les cahiers de charge, on ne parle jamais de rupture. Donc les peuples parlent, mais les peuples ne sont pas aussi tous habilités à gérer l'Afrique et nos pays respectifs. Aujourd'hui, le camp malien, évidemment, l'armée a pris le dessus. On peut faire observer que l'armée est l'aile de M5 Satan en symbiose. Dieu merci. C'est notre souhait en espérant que demain, il n'y aura plus d'autres contestations. Parce qu'on sait quand même, l'histoire du Mali nous enseigne que aujourd'hui on dit oui, demain il y aura non.
Donc, espérons que tout aille bien. Deuxième point qui est très important, c'est que la Russie a toujours été et est restée au Mali. Les armes maliennes, si ce n'est pas maintenant, toutes les armes maliennes, c'est de la provenance de la Russie. La Russie a toujours aidé, non seulement le Mali, mais tous les pays africains. Dans la crise ivoirienne, la Russie a donné son mot, la Chine a donné son mot. On sait ce qui se passe, on est d'accord. Alors, qui va faire la rupture? C'est là la problématique. Les populations dénoncent, les populations parlent, elles disent ce qu'elle a à dire, mais les populations ne sont pas les décideurs. Aujourd'hui, la CEDEAO est là. Qui est l'interlocuteur de la CEDEAO? C'est bien la junte. La CEDEAO rencontre qui? Les pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'on est allé voir une vendeuse d'aubergines? Est-ce qu'on est allé voir le ciré de chaussures? Est-ce qu'on est allé voir le réparateur des panneaux cassés? Juste pour dire que le peuple crie, mais à la tête de ces gestions, on retrouve encore ces mêmes politiciens qui sont faux. Donc il faut poser le problème de qui va créer la rupture. Les politiques, la population parle, les citoyens africains dénoncent, décrient, mais qui va gérer la rupture? Ce n'est pas nous qui engageons les pays, c'est ceux qui gèrent qui engagent le pays. Avons-nous aujourd'hui des opposants capables de créer cette rupture? C'est l'équation. Très bien. Alors, vous l'avez dit d'ailleurs, vous également, président Bandakani, très bien. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont autour de cette crise malienne. Et tout à l'heure, j'évoquais la présence russe. Ce sera indépendant de votre analyse. Mais on reprend aussi la chute de l'analyse de Monoko, qui estime, oui, il faut bien la rupture, mais qui va gérer cette rupture? C'est ça qui a fait l'objet de petites mésententes au départ avec ma bien-aimée Fofana. Maintenant, on se comprend. C'est-à-dire que j'ai demandé ici plusieurs fois qu'il ne faut pas que les forces populaires panafricanistes au Mali se fassent voler leur révolution par les réactionnaires déguisés en opposants. J'ai tout dit ça ici. C'est la question que Moloko est en train de parler. Il faut bien que les Fofana là prennent le pouvoir. Je suis très content aujourd'hui quand j'entends parler qu'à la télévision malienne, on remet Modibo Keïta. Mais voilà le Mali qui se réconcilie avec sa tradition panafricaniste qui est multiséculaire. Le grand pays qu'on appelle Mali mérite mieux que la plupart des politiciens qu'on a vu défiler à la tête de ce pays jusqu'à présent. Je suis désolé de dire ça. Monsieur Moloko est en train de poser un véritable problème. Si Ibeka est parti, et que la junte a pour le pouvoir, bon, on l'appelle junte. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle junte. En tout cas, on va utiliser ça comme ça pour le moment. Oui, parce que la junte, on l'appelle junte, mais les membres du MCN disent que les militaires sont en symbiose avec les militaires. Oui. Bon, à partir de ce moment-là, vous les appelez autrement. Bon, ils disent que c'est entre guillemets. Donc, les militaires vont organiser des élections. Ils ont promis, ils vont partir. Oui. Mais est-ce que les forces révolutionnaires, les forces panafricanistes, les véritables forces populaires, progressistes du Mali, sont-elles solidement organisées plus que les réactionnaires qui sont cachés comme étant leaders politiques de l'opposition? Madame Fofana et les autres, c'est à eux de résoudre ça. Très bien. Nous, on tire seulement l'intention. C'est à vous de résoudre cette contradiction fondamentale. On risque de voir la révolution voler. Et c'est contre ça que nous nous battons depuis par rapport au Mali. Fofana sait très bien. Moi, j'avais, il y a 10 ans ici, j'avais mis en garde des Maliens contre Ibeka. Et très fortement, certains Maliens appelaient pour les insulter. J'ai dit que faites attention avec Ibeka, ce monsieur-là. Il n'est pas digne du Mali. On l'avait dit à l'époque. On l'avait dit à l'époque. 2012, 2013. Alors, donc, la vérité, c'est quoi, Bachi? C'est que beaucoup de politiciens maliens, toutes tendances confondues, pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup, ont joué avec le jeu de la France. Ils ont joué avec la France. Voilà pourquoi je dis qu'une bonne partie est parisienne. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais qu'il faut s'assurer que les Parisiens ne prennent pas le contrôle de ce mouvement. Dieu merci. Au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons que les forces panafricanistes s'organisent de mieux en mieux pour essayer, n'est-ce pas, de veiller pour qu'on ne dévoie pas leur révolution. Ça, c'est un. Lorsque le doyen Suleiman Koné nous dit que la justice, Ibeka doit répondre de ses actes, je suis d'accord. Mais quand est-ce que la France répondra de ces actes au Mali? Si vous jugez Ibeka, jugez aussi la France. Il faut laisser les affaires que c'est un partenaire. Nous sommes en guerre avec la France. Donc si aujourd'hui, les nouvelles générations africaines ne mettent pas le débat à ce niveau, et on continue à tolérer les crimes de la France en Afrique,
Vous allez juger les moineaux pour laisser le vrai criminel. Monsieur Ibeka n'était qu'un pion de petit niveau de la France. Donc oui, il doit répondre de ses actes. Mais il est temps que la France réponde de ses crimes en Afrique. Et c'est le combat des panafricanistes. Et la France répondra, ma chérie. C'est une question de temps. J'avais dit ici que la France va perdre même l'Afrique de l'Ouest. Elle croyait qu'elle a conquis l'Afrique de l'Ouest. Qu'elle était en terrain neutre. En terrain conquis, pardon. En faisant croire que non, vraiment, là-bas, il y a l'intégration. Nous avons dit que même là-bas, la France, vous allez perdre. Parce que la France a un problème avec l'histoire, ma chérie. L'Occident a un problème avec l'histoire. L'Occident et la France ont un problème avec l'histoire. Et c'est pour ça que maintenant, pour venir à votre question, je considère maintenant comme historique ce que je suis en train de voir. Quand je vois la Russie de plus en plus se rapprocher et que les militaires discutent avec la Russie, quelque chose d'historique est en train de se produire. Le doyen Suleiman Kone dit que la Russie a été toujours en coopération avec le Mali. Ce n'est pas de coopération qu'il s'agit. Parce que malgré la présence russe, la France est venue créer une capitale à Gao. Hein? Monsieur Macron débarque à l'autre côté, il convoque le président du Mali à Gao. Et Ibeka sans aucune unité, il va aussi là-bas. Il va voir monsieur Macron. La France est en terrain conquis. Aujourd'hui, c'est la diversification des partenariats, au sens noble du mot. Et c'est une étape fondamentale dans le combat. Dans les conditions actuelles, au regard de la partition de fait du Mali, organisée par la France et ses complices politiques maliens, n'est-ce pas? Le Mali a besoin d'une diversification stratégique de ses partenariats pour foutre la France dehors, n'est-ce pas? Et reprendre l'entièreté de sa souveraineté. Et ça permet de remettre sur la table la question de la souveraineté. Le doyen qu'on a eu raison de rappeler ça. Il ne s'agit pas ici de partir d'un jour à un autre. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est même pas possible. Vous comprenez, mon cher Bachir? Il faut rappeler que la souveraineté est globale. Elle a toujours été globale, mon cher Bachir. Ça veut dire quoi? L'histoire enseigne que les pays africains ont conquis l'indépendance toujours dans le cadre du mouvement internationaliste. Ça veut dire que c'est un partenariat. C'est en co-convergence, c'est en convergence avec l'internationalisme. Lui, Michel comprend ça très bien. Que les pays africains ont conquis l'indépendance. Quand je parle d'internationalisme, c'est dans ces variantes cubaines, russes et chinoises. C'est dans ces différentes variantes-là que les pays africains ont conquis leur souveraineté. Donc, être en partenariat avec la Russie, que la Russie s'implique, ça ne remet pas en cause la souveraineté du Mali. Parce que l'histoire du combat de libération des pays africains se confond avec l'internationalisme, dont la Russie a été, pour ne pas dire la tête de file, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a pas de problème. Nous n'avons aucun compte à rendre dans la France par rapport à ça. Il n'y a pas à rougir une seule seconde de la présence russe. Au contraire, la présence russe, dans les conditions géopolitiques actuelles, est un signe de progressisme. Ça montre que les Maliens sont sur la bonne voie. Et nous saluons ça. Nous saluons la présence russe. Elle doit s'impliquer davantage. Il faut mentir les gens. Aujourd'hui, l'État malien, là, il est pratiquement inexistant. En l'état actuel, comment est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce que l'État malien va faire pour résister à la France? Il ne faut pas raconter les histoires. Et on a besoin de soutien russe, monsieur. On a besoin de soutien, et ça ne peut pas être un soutien colonial. C'est impossible. Dans les conditions actuelles, la Russie n'est pas en mesure de coloniser un pays africain. Il ne faut pas raconter les histoires aux gens. C'est impossible. Parce que les conditions ne le permettent pas. La Russie a plutôt intérêt aujourd'hui à favoriser la libération des pays africains. Comme elle avait fait hier. Elle doit le faire encore mieux aujourd'hui. Parce que l'intérêt fondamental de la Russie, c'est que les pays africains sont libres. Sinon, Bachir, au niveau international, le retour de l'Occident, qui aura réussi dans la colonisation de l'Afrique, va être payé très cher par la Russie. Et la Russie a à sa tête un génie de la géopolitique. Il comprend ça très bien. Voilà pourquoi il a compris qu'il faut s'appliquer en Afrique. Donc moi, je salue très bien la présence russe. Je termine par une précision, mon cher Bachir. À la suite du doyen Kone, la CEDEAO, même sur le plan légal, mon cher Bachir, n'est pas fondée à venir intervenir au Mali. Même sur le plan de la légalité démocratique. Tout à l'heure, on n'a pas permis d'aller au fond. J'avais réservé ça pour la fin. Je le dis maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan juridique, Ibeka a démissionné. En démissionnant, il a perdu tous les droits, toutes les intangibilités juridiques liées à sa fonction. On parle de quoi? Donc,
le pouvoir de la junte au Mali n'est pas illégal. Même si cette démission est présentée par ses partenaires comme étant sous contrainte. On va en parler, mon cher Bachir. Oui. Donc, il faut d'abord dire que tous les juristes, le Mali a des grands juristes. Tout à fait. On en connaît d'ailleurs Ben, c'est plusieurs. clair. Le pouvoir actuellement de la junte n'est pas illégal. Peut-être qu'elle a besoin d'une notion, parlons comme ça, électorale, pour faire plaisir. Hein. Comme nous sommes ce que nous sommes là, on veut faire plaisir à la mode démocratique, néocoloniale. Hein. Mais le pouvoir des militaires n'est pas illégal parce que IBK, le président, a démissionné. Un. Deux, il a dit qu'il ne regrette rien. Il n'a pas parlé de la contrainte. Vous comprenez? Il a démissionné, mon cher Bachir. Donc, sur le plan juridique, il a remis son pouvoir à zéro. Donc, de quoi est-ce qu'on parle là? De quoi est-ce qu'on parle? Le président IBK, il a démissionné. Ça veut dire qu'il a pris acte, il le dit lui-même, il a pris acte qu'il est impossible pour lui de continuer à gérer. Vous comprenez? Oui. Donc, or, la gestion d'un État implique non seulement l'impérium juridique, n'est-ce pas, de la Constitution, en tant qu'incarné par le président, mais aussi, mon cher Bachir, que l'une des matrices matérielles de la Constitution, c'est l'armée. C'est l'armée. Donc, quand le président lui-même dit que bon, je ne peux plus gouverner et il transfère le pouvoir à l'armée, mon cher Bachir, c'est que, n'est-ce pas, en tout cas, bref, IBK a démissionné. Point. Très bien. Monsieur Ouattara, le président Ouattara, ne peut pas vouloir remettre IBK au pouvoir. Rassurez-vous, on parlera de la Côte d'Ivoire dans 3 ou 4 minutes. Voilà, on parlera de la Côte d'Ivoire. On veut le mettre au pouvoir IBK malgré lui. Il a dit qu'il veut pour le pouvoir, il est fatigué. Oui. Il a dit ça. Il veut vaquer à autre chose, il veut se reposer. Et puis, il a des problèmes de santé, il veut se soigner. Maintenant, le président Ouattara, voyant sa propre chute, dans la chute du président IBK, veut maintenant ramener IBK au pouvoir contre IBK. Bon, c'est une aventure sans lendemain, mon cher Bachir. Merci, aventure sans lendemain, c'est ce que vous nous dites. Luc Michel, avec vous, on referme cette page consacrée au Mali. Et justement, vous avez tout à l'heure mis le pied dans les plats en parlant de cette présence russe. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une pénétration russe, mais il faut bien le rappeler, comme les uns et les autres l'ont dit, la Russie a toujours été aux côtés de plusieurs États africains, y compris le Mali, peut-être avec moins d'impulsion. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'aujourd'hui, elle s'y mette davantage? Parce qu'il faut bien le rappeler, l'ambassadeur russe était l'un des premiers, si ce n'est le premier diplomate à être reçu par les dirigeants du comité, bien sûr, pour le salut du peuple malien. C'est Igor Gromyko, c'est son nom, bien sûr. Alors, et à sa sortie, vous l'avez d'ailleurs rappelé, il a tout simplement lancé « Nous avons discuté de la sécurité ». Pour être clair et précis, il y a eu une éclipse russe en Afrique à l'explosion de l'Union soviétique à la fin de la guerre froide. En quelques mois, les Russes ont disparu de l'Afrique, la diplomatie, les militaires. Ça a duré de 1991 jusqu'à 2016. En 2016, fort de la victoire en Syrie, Poutine a un plan, c'est de repartir en Afrique. Les Américains de Stratford, il faut les lire, ils disent la Russie est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Si vous suivez les pays, simplement les conditions sont différentes. Premièrement, la Russie, ce n'est plus l'Union soviétique, c'est, je le dis souvent, le fantôme de l'Union soviétique. Elle a perdu les 2/3 de sa population, elle a perdu les 2/5 de son territoire, elle a perdu beaucoup de ses ressources. Donc la Russie n'a plus les moyens qui étaient ceux de Brejnev, par exemple, ou de l'amiral soviétique Gortchov dans les années 80. C'est pour ça que la Russie, c'est une puissance raisonnable. Qu'est-ce que les Russes, qui ont un plan, ils appliquent en fait en Afrique ce qu'on appelle la géostratégie des États tremplins. Ils partent d'un pays et comme le trampoline, qui est une discipline olympique, ils sautent vers un autre État. Ils sont passés de la Syrie au Soudan. C'est la raison pour laquelle les Américains ont organisé le changement de régime à Khartoum. Ils sont arrivés en Libye, ils sont arrivés en Centrafrique. De là, de la Centrafrique, le programme, c'est le Mali, qui est l'objectif suivant, et c'est la région des Grands Lacs. Ils sont des gens Burundi et ils sont aux côtés de Kabila, auquel ils assurent encore l'indépendance de Kabila face au pouvoir de Tshisekedi, qui est le pouvoir des Belges, des Français et des Américains.
Qu'est-ce que les Russes apportent? Ils ne demandent pas d'appartenir. Il n'y a plus de bloc. On n'est plus dans l'ancienne guerre froide. Ils ne demandent pas de choisir un bloc pour l'autre, comme ça se passait dans les années 80. Ils apportent, je le répète, de l'oxygène, de l'espace géopolitique. Si les Russes n'étaient pas en Centrafrique, M. Touadéra, il serait prisonnier dans son palais. Maintenant, il a l'autonomie, sa garde, ce sont des Russes d'ailleurs. Il a pu se séparer des casques bleus de la MINUSMA. Avant, il était cadenassé par les Rwandais de la MINUSCA. C'est ça que les Russes ont apporté. Ils apportent du matériel militaire, des conseillers, des officiers dans les casques bleus qui font que les casques bleus, ce n'est plus un jouet des Occidentaux. La MINUSCA est là des casques bleus des officiers russes maintenant. C'est terminé la MINUSCA qui au garde à vous disait oui à M. Macron ou disait oui à M. Timor Nagui. C'est fini ça. C'est ça que la Russie apporte. Les Maliens ne doivent pas avoir peur. On ne leur demande pas de quitter la France-Afrique pour devenir une néocolonie de Moscou. On leur demande d'entrer dans un ensemble international. Il y a actuellement 2 communautés internationales. J'aime bien quand Aminata reprend l'expression communauté internationale autoproclamée. Ça me rappelle notre disparu camarade Arthur Aoumou. Je salue sa mémoire, il me manque beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est la communauté internationale autoproclamée? C'est le bloc américano-occidental. C'est les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, les pays arabes réactionnaires et les pays du Pacifique, Australie, etc. Ça représente 1,5 milliard d'individus. Mais la vraie communauté internationale, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Moscou, Pékin, 14 ex-républiques soviétiques. Aujourd'hui, c'est 3 milliards de femmes et d'hommes. Mais quand les Pakistanais, les Indiens et les Iraniens, qui sont membres observateurs, vont devenir membres adhérents, la communauté internationale, elle va passer à 4,5 milliards d'individus. Ce que les Russes et les Chinois proposent, la Russie avec sa diplomatie, les Chinois avec les... Vous avez vu que les nouvelles routes de la soie, elles passent par la mer Rouge, elles passent par l'Éthiopie, elles passent par Dar es Salaam et elles repartent vers l'Europe. Qu'est-ce que Moscou et Pékin proposent? C'est un siège à la table des peuples qui veulent le monde multipolaire, un siège égalitaire. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça parce que vous savez que c'est ça la géopolitique, c'est de voir loin. Nous avons des projets géopolitiques jusque 2250. Monsieur Poutine, par exemple, il a des projets pour développer la marine russe, jusque 2050. Les Américains aussi, ils ont des projets jusqu'au 22e ou 23e siècle. Nous disons qu'au 23e siècle, il y aura un bloc géopolitique qu'on appelle l'Eurasie-Afrique, que les géographes appellent l'Afro-Eurasie, qui sera un bloc unifié et qui sera le bloc dominant mondialement, les États-Unis ayant perdu le jeu. C'est ça la décision. Le choix, c'est clair. Ou l'Afrique continue dans le néocolonialisme. Qu'est-ce que nous propose Paris, Washington, Londres, Rome ou Bruxelles? C'est un 2e cycle de néocolonialisme. Ça veut dire que l'Afrique, depuis la conférence de Berlin, pour eux, elle est un objet qu'on partage, qu'on partitionne, qu'on balkanise, qu'on colonise. Qu'est-ce que les gens de l'Organisation de coopération de Shanghai proposent? C'est que la Russie, la Chine, l'Afrique, le Pakistan, l'Inde, l'Iran soient tous des sujets de l'histoire, c'est-à-dire des gens qui décident de leur destin. C'est ça l'alternative pour l'Afrique. Et au milieu de tout ça, il n'y a plus aujourd'hui une géopolitique nationale, ça n'existe plus. La géopolitique, elle est régionale et elle est internationale. Le Mali, aujourd'hui, je l'expliquais dans ma première intervention, il est l'objet d'une révolution géopolitique, c'est l'arrivée des Russes et l'effacement de la France. Le Mali, il est au centre non seulement de la guerre du Sahel, mais de la géopolitique des 2 ensembles en Afrique. Après avoir rencontré la junte militaire qui gouverne actuellement le pays, la délégation de la CEDEAO a été autorisée à rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de la délégation, Goodluck Jonathan, a confirmé à la presse que le président Ibrahim Boubacar Keïta se portait bien.
Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.